trajectoire de Scott. Alors, puisque donc, si les mots sont importants, mais que vous n'avez pas tous les mêmes, faisons un petit détour par les images, peut-être, et les figures, celle-là, page 12-13 dans Planète Scott, numéro spécial, rencontre nationale. Pourquoi passer par les images? Parce que, ça a été beaucoup dit, et c'est pourquoi ils sont encore là, et on a encore besoin d'eux. À chaque fois que vous vous retrouvez, le premier temps de cette rencontre, de ces rencontres, et parfois d'ailleurs c'est un temps qui dure, c'est la reconnaissance de la diversité et de la différence. Et comme le dit le petit texte d'appel dans le programme, 448 Scott, enfin, entre tous ceux qui sont en cours, etc., 448 cas particuliers, point d'interrogation. La question de la diversité, elle est à prendre très très au sérieux, parce qu'il n'est évidemment pas question de la gommer, c'est ce que vient de dire Christian Galvez à propos de la capacité du Scott à fabriquer du droit positif. Mais en même temps, il n'est pas question non plus de la colporter indéfiniment, surtout quand on veut fédérer. Et quand on veut fédérer, il faut quand même converger. Quand on veut fabriquer une identité commune, il faut quand même dépasser le constat de toutes les différences. Alors, nous avons réfléchi à cette question depuis le début du travail avec vous, avec votre fédération, avec vos élus, les techniciens, etc., etc. Et progressivement, vous nous avez conduits à réfléchir un peu moins en termes d'identité et un petit peu plus en termes de trajectoire. Et c'est raccord avec la question du récit, puisque s'il y a trajectoire, il y a effectivement quelque chose à raconter sur le avant, aujourd'hui, demain. Donc je vais avoir besoin de la première diapo pour lancer cette petite image, mais que vous pouvez suivre avec la double page 12-13, le temps que ça arrive, je sais que ça va venir. J'explique comment nous avons proposé un petit outil de type boussole, voilà, vous pourrez l'appeler autrement s'il vous dérange. Et ce qu'on va faire maintenant, d'ici midi, avant de passer à notre fil rouge avec nos amis wallons, on va tester la boussole avec vous. Et on va regarder comment ça vous aide ou ça vous aide pas. Et on ne va pas se gêner, hein, s'il faut la démembrer, la boussole en question, s'il faut la contester, on le fera. Donc effectivement, cette première diapo pour se rappeler un peu qui vous êtes. Et peut-être le saviez-vous, moi personnellement j'en ai pris davantage conscience. Un Scott en moyenne, mais la médiane est plus importante et je vais rappeler la définition rapide. En moyenne, un Scott, c'est un petit peu plus de 100 000 habitants. Mais en réalité, le cas le plus fréquent du Scott, et ça c'est ce qu'on appelle la médiane, c'est-à-dire c'est la taille du Scott qui, dans l'ensemble des 448 Scott, a autant de Scott plus petits que de Scott plus grands. C'est-à-dire à quel est l'endroit dans la distribution des Scott, si on les classe hiérarchiquement, où on est complètement au milieu de la situation. Eh ben, la médiane, c'est 69 000. Ça veut dire que la moitié des Scott en France ont moins de 69 000 habitants. L'autre moitié des Scott ont plus de 69 000 habitants. C'est pas des très grands territoires quand même. C'est pas des entités démographiques si considérables que ça. Et ça se confirme en termes de communes, puisque les mêmes données nous rappellent qu'en moyenne, c'est 55 communes, mais la médiane, c'est un petit peu en dessous. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 intercommunalités, plus de 150 EPCI qui ont dépassé les 50 communes, plus de 150 EPCI désormais ont plus de 50 communes, vous voyez que les Scott comme maille de l'interterritorialité, du grand territoire, etc. Voilà, ne perdons pas de vue que malgré la distribution que vous avez sous les yeux, on a un cas de figure qui est finalement assez moyen en dimension, en poids démographique, etc. Ce que disait bien votre président au tout début, nous sommes un objet territorial et peut-être plus qu'un objet urbain. Alors ceci dit, ça c'est les moyennes et c'est les médianes, et donc, diapo suivante, il nous faut autre chose. Je vais aller vite sur celle-là parce que c'est une proposition. Alain dit il faut dépasser rural-urbain, mais à un moment donné dans son explication, il l'a quand même réutilisé un peu ces catégories, et je sais qu'elle vous mobilise, qu'elle vous raconte, et que vous en avez besoin pour dire d'où je suis. Le jeu n'est pas le jeu, hein. Le jeu c'est votre Scott, c'est votre mission collective souvent, et qu'est-ce qui nous rassemble, etc. Voilà une typologie, parce que pour se retrouver, et pour ne pas rester à 448, il faut trouver des regroupements. Hein. Et j'y reviendrai parce qu'elle n'est pas si facile que ça. Et elle a surtout pour inconvénient de vous affecter, ou de vous proposer de vous affecter, de vous reconnaître dans une des bulles, et pas dans les 3 ou 4, ou peut-être dans une 5e. Enfin bon, elle est un petit peu fixiste.
réaliste quand même, et dans le sens où on est dans une situation et apparemment on y resterait, alors que toute la question est celle de la trajectoire. Donc je reviendrai là-dessus à la fin, mais je ne voulais pas châter le fait qu'il y a effectivement la reconnaissance de situations géographiques, de densité, de rapport à la polarité, de présence ou non d'une grande ville. Les Scots métropolitains, ça existe, même si en fait ils sont très peu nombreux, ils regroupent une frange considérable de la population. Les Scots rurales, avec très peu de polarité ou des multipolarités, ça existe aussi bien sûr, et tout ça n'est pas équivalent, et par conséquent il faut se distinguer. Mais ce qui est plus rassembleur, c'est, diapo suivante, la question des trajectoires. Alors, ces trajectoires, on pourrait peut-être essayer de les lire, les partager, les tester, et vous allez pouvoir jouer avec votre carton, là, j'ai expliqué, à condition de se rappeler le b.a.-ba, le SCOT, c'est deux choses. C'est un document d'urbanisme, bien sûr, c'est un texte, c'est du papier, un papier qui fait tigre ou pas. C'est quelque chose qui vient prendre sa place, tel que le Code de l'urbanisme lui demande, dans la chaîne des documents territoriaux, du local il n'y en a plus au niveau national, mais maintenant au niveau régional, il va y en avoir un balèze aussi au-dessus, le SRADET. Bon, bref, c'est un document, et la dimension documentaire, si je puis dire, mais en fait réglementaire du SCOT, elle est sur l'axe horizontal. Et sur cet axe horizontal, convenons, mais vous allez avoir la possibilité de le contester, convenons qu'on pourrait opposer deux façons de décliner cette dimension documentaire, réglementaire du SCOT en tant que réalisation écrite, rhétorique, mais aussi cartographique, descriptive, porteuse d'un projet, d'un document politique et d'un document de travail. À gauche de l'axe horizontal, on dira que pour l'essentiel, le SCOT est un document juridique qui fabrique du droit et qui en encadre d'autres, donc les documents locaux, PLU, POS, etc., et que c'est sa capacité à créer cette percolation juridique. Si l'image est un peu floue, vous pouvez vous référer à celle que vous avez, page 12-13, pour bien voir les intitulés, c'est-à-dire donc sa capacité à finalement pratiquer cette fameuse subsidiarité entre le Code de l'urbanisme, les lois nationales, je crois les 17 textes réglementaires que vous devez prendre en compte. Je crois que c'est 17 et que le SRADET sera le 18e ou quelque chose comme ça. Et puis donc les documents locaux des communes qui sont membres d'eux. Mais le SCOT comme affaire juridique est en quelque sorte appareillage juridique. C'est à gauche et de toute évidence, les SCOT sont ça. Mais de toute évidence, à droite, sur l'axe horizontal, les SCOT sont aussi un document de projet. Jamais suffisamment à notre goût. Madame Sélignan est presque sévère avec le travail qu'elle fait. On n'est pas vraiment encore un projet de territoire. Bon, peut-être quand même, il y a des dimensions projectives très importantes dans le travail qui était réalisé en Bucopa, et comme partout. Et donc, à gauche, il y a la question des politiques publiques, de leur convergence, de leur cohérence. C'est quand même marqué dans l'acronyme. C'est un schéma de cohérence des politiques publiques, de celles qu'on embarque prioritairement, urbanisme, transport, logement, environnement, etc., de celles qui sont à embarquer demain, transition énergétique, ressources alimentaires, etc. Mais enfin, voilà, on est un peu moins dans le juridique et un peu plus dans la machine de politique publique. Et le document, il fait ça aussi beaucoup, en tout cas c'est son ambition. Bon, faut-il opposer ces deux termes, tels que le graphique nous y invite ? Non, si on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux options. Oui, si on veut bien admettre qu'il est difficile de faire tout en même temps toujours dans la vie, et que quand on enclenche quelque chose, il faut prendre une option, il faut commencer à faire des pas, il faut monter des marches, et la question est de savoir lesquelles vous, chacun d'entre vous dans vos SCOT, vous commencez à monter, vous avez monté, celles des marches qui se présentent à vous désormais. Faut-il revenir à la percolation juridique parce qu'il y a extension de périmètre, il y a nouveaux joueurs, il y a à grenéliser le SCOT parce qu'il faut le réviser, etc., etc. Bref, on va quand même voir si vous acceptez de vous situer entre ces deux premiers pôles à l'horizontale et qui relèvent du document. À la verticale, un SCOT, et ça a été beaucoup dit, c'est un cadre de gouvernance territoriale. C'est une réunion, une fédération de collectivités, certes au troisième niveau, plus les EPCI que les communes finalement, quoique il y a pas mal de SCOT de communes encore. Et puis il y a des SCOT qui sont explicitement devenus des SCOT d'intercommunalité. Et il y a même peut-être, il faudra aller voir ça plus précisément, des SCOT de pays, des assemblages de pays sur des SCOT très 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 vastes. Mais enfin bon, peu importe, ce qui m'intéresse là, verticalement, c'est la dimension politique du syndicat mixte ou
de l'établissement public porteur, voire même tout simplement de la communauté qui s'est elle-même attribué cette mission sans la dévoluer à un organisme. Donc il y a pas mal de SCOT qui sont portés, comme vous le savez, par le PCI directement. Et là, on est sur deux postures aussi, que peut-être vous allez trouver non exclusives l'une de l'autre, mais que par construction, on essaye de voir comme étant une capacité de vous situer. Tout en bas, c'est la posture de la modestie, de ce travail dans l'ombre, de ce travail de la construction de la confiance, de ce travail qui a été appelé l'hypermédiation. Là, on l'a appelé l'intercession. Et bon, j'espère que le terme ne vous choquera pas, c'est effectivement du soft power dans le sens où c'est pas du pouvoir d'autorité, c'est pas du pouvoir d'injonction, c'est pas l'exercice de la souveraineté, c'est tout l'inverse. Et un cadre politique qui fabrique cette espèce de jeu d'ajustement, de convergence, bien sûr que ça joue aujourd'hui un rôle tout à fait essentiel, et peut-être c'est ça le SCOT, c'est un formidable intercesseur. Mais en haut, sur l'axe vertical, est-ce que c'est qu'un intercesseur ou est-ce qu'à un moment donné, le SCOT qui a fait la preuve de ses capacités intercessives, ça on doit pouvoir le dire comme ça, n'est pas conduit à monter en capacité, à augmenter ses capacités d'action, à se donner des outils opérationnels, politiques, financiers, de réalisation, qui lui permettent de porter par des quasi-compétences, ou en tout cas des missions, sinon des compétences, c'est pas un EPCI, des réalisations, des politiques publiques, bref, à produire en tant que semi-collectivité, pratiquement, et à certains moments, surtout si c'est un EPCI qui porte, c'est tout à fait le cas, produire ces fameux biens communs dont Alain disait qu'il était votre métier. Alors voilà, on va essayer de voir si on peut jouer entre ces deux fois deux positions, plus exactement ce que vous acceptez d'imaginer que ça raconte pour vous, à la fois à l'instant T, c'est-à-dire je m'y retrouve, je suis là, je suis à tel endroit, je suis dans telle combinaison, et plus difficilement encore, dans une lecture dynamique. On était ça, on est plutôt en train d'aller vers ça, dans la boussole, dans le repère. Pourquoi faire tout ça ? Il y a trois solutions. La première, c'est parce que on partagerait, on va voir, ça va être l'exercice, la même boussole. Ce qui serait pas mal parce que, ok, on est 448, ok, il y a des grandes diversités, c'était les petites patates tout à l'heure, mais on a une boussole commune. Ça permet de nous raconter avec un même référentiel, si vous voulez. Donc ça, c'est la première option. Un peu idéal, ça veut dire qu'on ne s'est pas trop trompé dans cette affaire. Bon. Deuxième option, on va la casser, cette boussole. C'est pas ça qui nous raconte, c'est pas comme ça qu'on s'identifie. Et alors, mettant les mots pour contester cette proposition, vous fabriquez le récit dont Alain disait qu'il était indispensable et pas défaillant, mais jamais complètement satisfaisant. Et donc, bienvenue dans l'exercice de voilà ce qu'on est réellement, hein, voilà comment on peut se comprendre, voilà ce qu'on vit dans nos trajectoires et nos positions. Ça, c'est une deuxième position un peu extrême. Vous allez ruiner notre travail, mais nous serons très heureux parce que vous allez vous saisir vous-même de ce chantier. Si je peux me permettre, il est en plein dans le syndrome du prisonnier, vous avez vu, il dit toujours « on » en parlant de vous, donc il est complètement avec vous, tu es envoûté vers ton sujet. Continue. Oui. Du coup, j'ai perdu la troisième figure, mais elle ferait peut-être un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut bricoler dans cette boussole, qu'il faut ajuster, des termes ou des oppositions qui sont pas loin d'être ça, mais pas complètement, c'est pas comme ça que vous le direz, et vous allez pouvoir raffiner. Alors, on va faire ça comme ça. Dans votre pochette, il y a cette petite chose en carton. Je me rappelle de rencontres nationales des SCOT, pour ceux qui les ont suivies, où nous étions encore très largement dotés. C'était à Lyon en 2000, je ne me souviens plus combien, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Où nous avions, c'était des rencontres nationales qui avaient abordé notamment la question de l'urbanisme commercial. C'était juste au moment où il vous arrivait le DAC. Et nous avions procédé à quelques interpellations de ce type avec des petits boîtiers et où on pouvait voter. Et la technologie nous permettait immédiatement de faire apparaître un camembert dans lequel on voyait le pourcentage des votants. Bon, on progresse technologiquement dans ce pays. Moi, je trouve ça très rassurant. Regarde. Il faut en revenir à une certaine matérialité, absolument. Et qu'est-ce que c'est que cette sophistication incroyable, d'abord qui coûtait très cher et qui nous a mis dans un stress pas possible? Est-ce que l'informaticien a bien rédigé la réponse à la question comme il faut? Est-ce que est-ce que les boîtiers ont fonctionné?
Franchement, tout est là. Alors, première question. Est-ce que je peux avoir la première question avec la première image? On va d'abord voir si le cadre de travail qui vous est proposé, la petite boussole, on peut l'avoir en plus grand ou... Parce que ma tête c'est bien, mais juste l'image. Tu as bronzé d'ailleurs. Oui, voilà. On ne va pas valider Vanier, donc je ne peux pas. Mais on va valider la boussole. Première question. Cette boussole, elle est pertinente, je m'y retrouve, je peux travailler avec. Par exemple, je me sens capable, dans mon comité syndical ou mon EPCI, d'y aller avec en disant, attendez, chers collègues, moi j'aimerais qu'on ait un débat. Et hop, je balance l'image et je vais chercher mes collègues élus. Oui, ça je peux le faire. Petit a, c'est possible. Le petit a, c'est le choix en vert, donc c'est ça. Avec du rouge au milieu, vous avez vu, c'est subtil. Arrête de... C'est le liseré vert. Donc le petit a, les gens qui sont d'accord avec la proposition qui consiste à estimer que cette boussole, grosso modo, tient la route, ils vont me le dire de cette façon-là. Mais il va y avoir aussi des gens qui, dans le même moment, ou juste après, comme ça on pourra bien voir la différence, vont dire non, ça ne tient pas la route. Ça ne va pas parce que ça ne s'oppose pas de cette façon, dans ces termes, enfin, où j'ai rien compris à ce que Vanier veut faire. C'est complètement abracadabrant. Et donc, c'est du rouge, liseré rouge en noir. Oui, là. Et on a un micro dans chaque allée. L'idée, c'est d'ouvrir des rapides discussions avec thème par vous-même. thème. C'est plus un jeu de dialogue. Pour l'instant, voilà, d'autant plus que si vous n'êtes pas du tout prêt à voter parce que je ne sais pas quoi, on vous agace beaucoup, etc., eh bien, vous allez être sur la tranche, si ça ne vous dérange pas, parce que nous n'avons pas d'autre solution. Voilà. Oh là là! Alors, on va faire ça. On va regarder. On m'avait promis qu'on pouvait filmer la salle pour aller voir le vote. Maintenant que tout le monde a compris les trois possibilités, ça me coûter, on en reparlera à table, ces trois possibilités. On va regarder ça, si on peut voir l'image. Et juste après, effectivement, je veux des explications de vote, je veux des prises de parole, je veux des justifications, ici et ici. On a jusqu'à un peu plus de 11 heures, un peu plus de 11 heures c'est passé, un peu plus de midi disons, pour jouer avec ça. Allez, première question, cette boussole, elle est convenable dans cette approche globale, je m'y retrouve, je peux jouer avec, je vais y aller. Dites-moi, et filmons. Ta. Bon, merci beaucoup. C'est l'Union soviétique. Deuxième option, baissez vite. Deuxième option, cette boussole, non. Franchement, c'est pas avec ça que je vais aller travailler politiquement mon conseil syndical. Oui, Pierre-Yves, tu as le droit. Oui. 1, 2, 3. Parfait. Est-ce que je reviendrai vers vous? Et troisième option, il y en a quand même quelques-unes. Très bien. Est-ce que les cartons noirs peuvent se le relever? Pierre-Yves, excuse-moi, ça tombe sur toi parce que je t'ai repéré, je te connais. Donc, est-ce qu'on peut passer la parole à Pierre-Yves Grillet? C'est bien lui. Qui nous explique pourquoi ça ne va pas du tout, cette affaire. C'est vraiment de la manipulation système. On piège tout de suite. Là. Bon. Alors, c'est un tout petit peu risqué d'être un tout petit peu connu. Mais bon, ça, tous les élus le vivent. Parle bien dans le micro. Non, mais, voilà, c'est ça. Parfait. Ah oui. Plus fort. Alors, pourquoi est-ce que moi je suis plutôt positionné contre? C'est que j'ai l'impression que la question du temps dans l'exercice de nos fonctions, elle ne peut pas rentrer dans justement cette boussole. Autrement dit, effectivement, tantôt on est vraiment dans le très réglementaire parce que nos élus nous-mêmes, on a l'impression que c'est la bonne attitude, et tantôt on va être beaucoup plus dans le soft, dans l'accompagnement. Et c'est exactement pareil sur l'autre axe. Et j'ai l'impression, pour connaître aussi un petit peu le travail de mes collègues, que justement les Scots qui réussissent sont des Scots qui font bien des allers-retours entre ces choses-là. Et typiquement, la boussole nous demandant d'être positionnée, elle ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que j'aurais tendance à ne pas l'utiliser. Et venant d'un montagnard, je pense que ça peut s'entendre. J'avais d'autres cartons noirs, si je puis dire, et que j'aimerais bien entendre en complément ou... Oui, il y en avait qui s'étaient levés au fond. Soyez sympa d'assumer vos votes, c'est bien, c'est très riche. C'est le micro qui a disparu. Alors, c'est Olivier Alexandre. Micro. Le micro. Il y en avait deux, paraît-il. Ah oui, le deuxième arrive là-bas. Olivier Alexandre, Scott de Grenoble. De la région de Grenoble. Bonjour. Alors moi j'ai voté blanc. Ah,
Donc j'étais plutôt d'accord, mais je rejoins Pierre-Yves Grillet. C'est-à-dire que moi, je trouve que la boussole est bonne. Le problème, c'est le nord magnétique qui change tout le temps. Et je m'y perds. Oui. Une autre remarque de ce type-là? Non? Personne veut rejustifier un vote négatif? Quelques avis sur la tranche, qui ne sont donc point tranchés? Aucun non plus? Si? Je vous en prie. Jean-Guy Perrière. Oui, sur la tranche, oui. Simplement pour revenir un peu sur le débat depuis ce matin, là, c'est vrai qu'on est là pour réfléchir et puis on a donné une mission à des chercheurs. Et je me dis, j'ai écouté Alain Faure, sociologue, je me dis, je vais pas retenir tout ce que j'ai entendu ce matin, mais si je me dis que je reviens devant mon comité syndical avec tout ce qu'on a dit et que je leur répète ce qu'on a dit, ils vont partir en courant à un moment donné, quoi. Et donc, je sais pas, il y a un petit travail à faire quand même de pédagogie. Je suis le seul représentant de mon comité syndical et je me dis comment je vais traduire ça devant mes élus. Et donc, ça rejoint la boussole, c'est le vocabulaire. Hein. Percolation, voilà, soft, hard. J'ai peur que ça passe pas trop. Est-ce que vous ferez de la traduction? Non? Il faut... Oui, bien sûr, mais c'est compliqué à faire de la traduction. Oui, hein. oui. Ce sont des pas réciproques. Il faut qu'on en fasse. Et Jean-Guy Perrière, je vous assure qu'en permanence, on cherche à les faire. Et puis c'est réciproque. C'est une convergence de vocabulaire. Il a suffisamment insisté sur les mots pour être convaincu de cette convergence. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, d'autant plus que moi, je voulais pas qu'on écrive le récit. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat en interne. Depuis le début, je dis, tant que le récit n'est pas écrit par le SCOT, il n'est pas valable. La boussole, c'est un outil, alors vous le prenez pas, mais moi, je vous suis tout à fait sur l'idée, tant qu'on n'aura pas fait ce travail d'épuration, ça ne veut pas dire simplifier, mais d'épuration, où on dit quelques grands éléments qui rassemblent et sur lesquels on est entendable et on est entendable par tout le monde. Je pense que tant que ce travail ne sera pas fait, le SCOT continuera à être un outil très puissant, mais qui ne pourra pas avoir de visibilité. Moi, j'ai fait le test, hein, je dois vous avouer, sur ce qu'était le SCOT dans mon entourage, dans différents niveaux d'entourage. Il n'y a personne qui m'a parlé correctement du SCOT. Le SCOT est un objet qui n'existe pas à l'extérieur. Le récit, il est page 9-10 dans le fameux récit qu'il ne voulait pas qu'on écrive et qu'on a écrit quand même. Il est page 9-10. Mais lisez pas le récit parce qu'on se pose la question numéro 2. Alors si on peut balancer la diapo qui va après, voilà. La diapo qui va après, nonobstant les critiques que je trouve tout à fait judicieuses qui viennent d'être faites, à la fois en termes de compréhension du vocabulaire et aussi d'instabilité de la boussole, on va voir quand même si vous vous retrouvez là-dedans. Martin, je glisse un mot. Oui, je t'en prie. Il faudra aussi que vous soyez impertinent et vous pouvez intervenir. Sur il n'y a plus de Nord, c'est vraiment le débat de l'actualité politique. Sortons du SCOT, c'est le débat de l'actualité politique actuelle. Est-ce qu'il y a moi, je pense qu'il y a toujours un Nord, mais on n'arrive pas à le mentionner. Mais le Nord existe. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites on ne peut pas jouer à cet exercice puisqu'il n'y a plus de Nord. Je pense qu'il y a un Nord, mais il faut l'énoncer. Le Nord magnétique, il existe toujours. C'est une façon d'entrer dans le débat. On va le suivre. Alors, deuxième vote possible. Maintenant, vous avez dit oui, cette boussole, globalement, très majoritairement, quand même, en passant, on comprend comment ça fonctionne. Est-ce que vous vous situez, alors, grand A, dans un losange généreux? Évidemment, j'espère que vous allez mesurer les questions le problème que pose cette question. Dans un petit losange, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la même intensité sur ce schéma. Vous avez bien compris que ça fonctionne. Plus on est aux extrémités, plus on est tranché en position. Ou sur un des trapèzes. Alors les trapèzes, pour ceux qui ont complètement oublié ce que c'était, pas forcément. Voilà, c'est ce genre de rectangle déformé que vous pouvez trouver, page 12, par exemple, et qui fait un choix dans chacune de ces positions. Voilà, une petite vérification en passant sur le fonctionnement de votre point de vue de cet outil. Donc c'est assez simple. Oui, je suis assez bien dans le losange vert. Ça c'est le blanc. C'est le blanc. Non, même le petit en pointillé me va bien. Ça c'est le noir. Et puis sur la tranche, je suis un des trapèzes possibles. Voilà, mais on ne va pas y passer 107 ans parce que c'est juste une petite vérification. Alors, qui est-ce qui estime que le choix A est pertinent? Levez votre carton blanc en ce cas. 1.
Vous avez l'image? Oui? Non, mais on ne voit pas très bien. Mais nous, on vous dit qu'il y en a deux. Très bien. Qui est-ce qui se retrouve dans le petit losange en noir? Ah, il y en a qui lèvent un carton blanc, donc du coup, ça me trouble beaucoup, mais voilà. Merci. Il y a, disons, une dizaine de cartons. Et ils s'exprimeront, une quinzaine. Qui est-ce qui estime pouvoir dire que le trapèze fonctionne bien? Il y a une certaine majorité, moins nette que tout à l'heure. Évidemment, elle est sur la tranche, on la voit moins, pour le dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'un des deux intervenants, peut-être pour changer, pas Olivier Alexandre, mais notre collègue qui est en haut à gauche, souhaiterait s'exprimer sur ce vote? Celui-là? Non? Oui, monsieur? Non, il ne veut pas. Est-ce qu'un des collègues d'un petit trapèze, d'un petit losange, veut le faire? Ah, vous n'avez pas de quoi voter, c'est un scandale. Ils ont oublié leur carton. Qui est-ce qui a voté ça et qui veut dire pourquoi le petit losange va bien? Ne restons pas dans les figures géométriques, c'est-à-dire que finalement nous sommes un petit peu tout à la fois. Pas de volonté d'exprimer vos votes, merci beaucoup. Et donc, un trapèze, et lequel? Oui, je me retrouve dans un trapèze, mais encore faut-il exprimer rapidement en quoi consiste cet agencement de fonction. Excusez-moi, Jean-Guy. Cette façon de prendre le SCOT aujourd'hui, qui est la vôtre, et qui consiste à se situer à 4 points dans le schéma. Toujours pas? D'accord. Bon. Si. Ah si, pardon, mais je ne vois pas bien. Jean-Guy, Perrière. C'est difficile de définir un des trapèzes parce que moi j'estime qu'en fonction des moments, on est dans des trapèzes différents. Tu aurais dû le préciser. C'est la même. Non, mais parce que la diapo suivante, elle est sur la trajectoire. Donc vous dites un peu la même chose que ce qu'a dit tout à l'heure Pierre-Yves Grillet. Oui, Michel Maillin, vas-y. Moi, je suis plutôt dans les trapèzes parce que je pense qu'il y a des thématiques qu'on peut aborder à certains moments. On sent que le champ est libre, et puis il y en a d'autres, on sent que c'est fermé. On est dans le champ des EPCI, et on n'y va pas. Donc du coup, le trapèze, il peut perdre un de ses sommets, et puis le retrouver, et on navigue comme ça. Oui, il y a une autre intervention, je ne vois pas très bien les mains qui se lèvent. Oui, il y en a une devant, madame. Levez bien la main pour notre... Voilà, merci. Oui, moi je suis élue donc et représentante du SCOT du Haut-Poitou. Alors quand je voulais juste apporter une précision, quand vous parliez des tailles des SCOT en moyenne à 113 000 habitants, oui. Nous sommes à 325 000 habitants et au niveau des communes, c'est 132 communes. C'est peut-être la raison pour laquelle nous mettons autant de temps à élaborer notre SCOT. Il avait balbutié avec des politiques en 2001, en 2003 plus exactement, il a commencé à s'installer en 2011 et là nous allons arriver à l'ensemblier, mais nous avons beaucoup de soucis. Et si j'ai choisi le trapèze, c'est parce que les ajustements des politiques sont très complexes, et avec les politiques, et avec les chambres consulaires, et avec les communes, parce que quand vous dites qu'un SCOT c'est mal défini, chez nous c'était appelé le machin. Le machin qu'on ne comprend pas, qui est jargonote, où on emploie beaucoup de termes anglais. Alors je vois, ça m'a fait rire tout à l'heure quand j'ai vu hard power ou soft power, il y avait aussi silver economy, enfin tout ce jargon qui fait très intelligent, mais qui ne plaît pas forcément dans la ruralité. Et laquelle accueille pourtant les Anglais qui viennent massivement peupler vos territoires. Oui, mais la langue française est très belle et on peut se l'approprier sans forcément avoir recours à des mots anglais. C'est vrai. Et il est vrai que dans nos petites campagnes, puisque je suis maire d'une petite commune, moi, de 800 habitants, dès que l'on parle de ce jargon anglais, il est vrai que tout de suite, il y a des a priori en disant « Oh, ça c'est pour les intellos ». C'est une sorte de Brexit, en somme. Non, pardon. Non, ce serait l'inverse. Bon, eh bien, la prochaine fois, on dira le pouvoir mou, doux. Ah, mais la douceur du pouvoir, il faut en discuter, parce que ça n'a pas le même sens en anglais et en français. Mais ça serait une belle ouverture. Le pouvoir dur. Les Scots et le pouvoir doux. Dur. Le pouvoir dur qui n'est pas la durabilité. Enfin bon, tout ça devient compliqué. Alors, merci. Alors, il est urgent de passer à la diapo suivante, qui est celle de la mise en mouvement de tout ça. Donc cette diapo suivante, elle est celle qui nous propose, vous l'avez d'ailleurs en image, page 12, une trajectoire. Et finalement, ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est que cette trajectoire n'est pas unique, mais qu'elle est un peu agitée, en somme, Pierre-Yves Grillet. Ça veut dire que le petit point orange, il fait des mouvements, sont-ils un peu hiératiques dans cette boussole? Et jusqu'à quel point, Michel Maillin, le fait de perdre un des morceaux de la figure, puis d'y revenir, puis etc.,
Ne vous agite pas la tête dans tous les sens et ne brouille-t-elle pas la cohérence de travail du SCOT lui-même, du syndicat mixte, de son équipe. Parce que si on est un petit peu à tous les angles de l'affaire et un peu au four et au moulin en permanence, je ne sais pas comment vous arrivez finalement à trouver quand même une certaine cohérence dans ce cheminement et à pouvoir la raconter. Donc j'entends, mais je me permets de vous challenger sur le fait que se balader dans cette boussole... Tu as dit challenger. Challenger, excusez-moi. Bon, moi, je vais revendiquer ce petit mélange de vocabulaire. Alors voilà, ça fonctionne comme ça. Ce que vient de dire notre collègue du Poitou, peut-être signifie qu'ils en sont dans l'angle sud-ouest, là, c'est-à-dire en bas à gauche dans le schéma. Au départ, nous en sommes plutôt là, c'est-à-dire effectivement plutôt en charge de fabriquer un document à dimension réglementaire forte qui va pouvoir parler, percoler, parler aux communes, et plutôt dans la promesse qu'on ne vient pas écraser tout le monde, mais on vient faire de l'intercession, on vient faire de la médiation, on vient faire de la coordination, etc. Bon, bref, on était là, ou on est là beaucoup, et surtout si on est 300 000 et 150 communes, etc., etc. Et puis donc, vous suivez la trajectoire, il y a peut-être quelque chose qui conduit vers cet angle en haut à droite qui a l'air d'augmenter beaucoup de capacités, de fonctions, d'ambition. Il y a plus de projets, il y a plus de moyens, il y a plus d'opérationnalité. Bon. Je pense notamment à tous les SCOT qui sont devenus pôles métropolitains, pays, qui agrègent des capacités opérationnelles. Ils sont peut-être tout en haut à droite, c'est à eux de le dire. Bref, choix A, oui, grosso modo, je suis sur cette trajectoire qui fait un peu une diagonale sud-ouest-nord-est, là. Elle peut être dessinée autrement, mais c'est le sens. Choix B, en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Et pour des raisons XY, recomposition du périmètre, crise, je ne sais, notre trajectoire n'est pas celle-là, mais on peut quand même la dessiner. Et choix C, non. Là, Pierre-Yves Grillet ou d'autres auraient raison, c'est pas une trajectoire, c'est une sorte de mouvement perpétuel dans la boussole. Voilà, c'est notre dernier vote. Après, on reviendra, si nécessaire, mais je ne crois pas, sur la première image. Donc, s'il vous plaît, choix A. Oui, cette trajectoire me dit quelque chose. J'ai un vote moins tranché, mais j'ai oublié la tribune, mais alors la tribune très unanime, merci beaucoup. Choix B, oui, une trajectoire, mais pas celle-là. Ah, alors on va vous sauter dessus si vous voulez bien, préparez-vous à intervenir et à nous donner des justifications. Et non, décidément non. Pierre-Yves, je ne vois pas ce que tu votes, mais maintenant je te regarde attentivement. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Allez, des interventions, vous comprenez que cette séquence, c'est aussi une façon de construire le fameux débat. Qui est-ce qui veut bien justifier le vote d'une trajectoire différente et nous raconter, et on fait le récit, comment il se situe dans cette affaire? Oui, alors moi je représente le SCOT Beaujolais. Nous sommes donc 132 communes aussi, 210 000 habitants. Simplement, nous étions à 13 intercos quand on a élaboré le SCOT et on était plutôt dans la formule A, c'est-à-dire sud-ouest-nord-est. On était plutôt dans cette dynamique en portant des politiques telles que les contrats avec la région, etc. Et puis, réforme territoriale, on est redescendu à 5 intercos, puis 4, donc des velléités d'indépendance de certaines intercos et également une remise en cause des politiques régionales, etc., qui font qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de régresser là où on avait beaucoup progressé. Ça fait que ça dessine quoi? Une espèce de boucle? Ouais, voilà, on retourne un peu en arrière et on est aujourd'hui davantage sur la partie réglementaire que sur la partie dynamique. Un autre témoignage qui... oui. Moi, je veux bien, donc, je rejoins un peu, donc, moi, les Griffes du Rhône, le SCOT, certains territoires qui a explosé en périmètre. Autour de Vienne. Au sud de Vienne, et qui maintenant descend jusqu'au facteur cheval, etc. Donc, Saint-Vallier. Donc, avec Annonay, 5 départements, etc., on était parti avec une idée de gouvernance intéressante, où le SCOT pouvait avoir une influence sur le territoire. Pour nous, c'est pas tellement les redécoupages territoriaux, mais je pense les changements politiques des élections qui ont fait qu'on a changé de direction. Et qu'aujourd'hui, on tourne un peu en rond aussi. Je pense qu'on revient un peu en arrière aussi, et je crois qu'on reviendra plutôt vers quelque chose de plus réglementaire que de gouvernance politique. Voilà. Merci. Jérôme Grange, derrière. Relève bien la main, Jérôme. Le SCOT du Grand Amiénois, je dirais, c'est la même forme, mais en la prenant à l'envers.
C'est-à-dire plutôt que de monter, on est plutôt dans une situation de descente. Parce qu'effectivement, quand on a démarré, on était dans un contexte d'une politique territoriale de la région avec des logiques de financement qui étaient territorialisées et qui nous a permis d'être d'une mise en cohérence de la contractualisation avec le SCOT qui était en cours d'élaboration. Et avec une logique sur un grand SCOT, 12 intercommunalités, qui était celle de l'ajustement des politiques. Et puis, maintenant, dans la réalité de sa mise en œuvre, depuis fin 2012, c'est la région qui a changé sa logique de contractualisation et qui maintenant, dans un choix juste avant les élections, qui était de faire plaisir, et donc qui a sorti le rôle donné au pays pour ce faire. Et puis, le problème d'avoir à vivre avec un mot absolument mystérieux, qui est celui du rapport de compatibilité. Parce que moi, c'était quelque chose qui m'enchantait, cette compatibilité, qui laissait la place à l'intelligence et au fait de le faire vivre au quotidien. Mais nous avons des interlocuteurs, qu'on appelle parfois gentiment des partenaires, qui, eux, ne le comprennent que dans le sens de la conformité. Et donc, ça devient l'enfer. Et donc, on se retrouve... c'est-à-dire que c'est un SCOT qui, tout d'un coup, est vu comme un document réglementaire par certains et qui vient totalement fausser les logiques de projet que nous avions. C'est une descente qui ressemble à une dégringolade, alors. La pente est rude. Disons que je me suis de ce fait beaucoup retrouvé dans le propos de notre ami Narbonnet, parce qu'effectivement, ça devient un SCOT qui est un empêcheur. Dès l'instant où les services de l'État, par exemple, l'appliquent, ou les services instructeurs, qui pourtant sont mutualisés au sein du pays, font tout à l'inverse dans la compréhension de ce qui était dit dans le document, eh bien ça devient un SCOT dont on ne parle plus qu'en disant qu'il pose des problèmes. Et la troisième mi-temps n'est pas du tout un moment festif, mais plutôt où on se tape sur la gueule. Merci Jérôme Grange. Derrière, oui. Oui, alors, je reviendrai rapidement sur Monsieur Carnaval, puisque moi, ça me fait plaisir, puisqu'on est des gens du Nord. Non, puisque tu es l'auteur de cette formule. Exact. Et c'était une référence à René Girard, puisqu'il faut toujours l'exemple, c'est l'exemple de prendre un innocent qu'on vient brûler, et le SCOT, c'est un peu ça, et tout le monde va bien, et on recommence. Alors nous, on a l'avantage d'être frontière très importante avec le SCOT du Grand Amiénois. D'ailleurs, il faut qu'on commence à regarder, c'est une volonté des élus. Alors nous c'est plutôt le contraire. On est perçu comme étant vecteur de projets de territoire au service des projets de territoire. Alors, on a cette particularité, c'est d'avoir, jusqu'au 1er janvier 2017, 5 intercommunalités, on n'en fera plus que 3, nous n'en aurons plus que 3 au 1er janvier, mais qui sont toutes porteuses de PLUI, donc de projets de territoire. Et les élus ont souhaité, dans la démarche qui était le nôtre, alors je vous passe l'augmentation de notre périmètre, nous sommes rentrés, les élus ont cette chance, nous sommes rentrés dans le top 5 des SCOT, nous sommes le 4e de France, nous n'avons que 205 communes, donc nous sommes petits par rapport au Sud 54, même par rapport au Amiénois qui est le 2e, et le Grenoblois, je crois, qui est 3e. Donc nous sommes encore loin, mais dans cette volonté de la part des élus, c'est de travailler justement dans ce mode projet, d'accompagner les territoires, d'accompagner les projets de territoire, mais aussi de regarder dans ce qui va se passer autour de nous, autour de nos frontières. Alors, il y a un pôle métropolitain qui est en cours de réalisation chez nous, mais aussi, c'est des réflexions. D'ailleurs, nous avions évoqué le sujet à l'époque lorsque tu étais venu nous voir, c'est de réfléchir à la notion de ces frontières. J'ai eu la chance d'échanger avec mon collègue de l'Amiénois à Rouen sur, il faudrait peut-être qu'on se regarde aussi et pour qu'on puisse réfléchir. Donc nous, on est plutôt, on va vers quelque chose, va quelque part. Merci, David. Oui, ça laisse entendre qu'on pourrait continuer à jouer avec cette modalité d'interpellation, mais à y mettre d'autres choses. Et en fait,
Bon, peut-être il y a une dernière intervention. Pendant que le micro se rapproche de toi, Emmanuel Giraud, relève la main. Je vais juste m'amener vers la fin, mais je ne vous oublie pas, pour vous dire que en aucun cas, notre intention est de vous doter d'un outil auquel vous ne devrez pas toucher, mais simplement vous inviter à fabriquer des cadres qui, on l'espère, sont rassembleurs aussi par l'image et la capacité interpellative dans du débat, et qui permettent de reposer des questions de fond sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Y compris pour se dire un petit peu de tout, et peut-être trop de tout, enfin bon, peu importe finalement les constats qu'on en sort, la question c'est d'arriver à fabriquer le référentiel qui permet de structurer l'interpellation. Emmanuel ? Oui, simplement pour ajouter autre chose, je pense que la trajectoire d'un Scott, elle ne dépend pas seulement du contenu de celui-ci et de la force qu'il a, elle dépend aussi du jeu d'acteurs autour et évidemment des documents autour de lui. Un Scott, au moment où il est approuvé, peut être précurseur, et finalement derrière, quand on appelle à ce qu'il trouve des relais, à ce qu'il trouve des repreneurs, ces repreneurs qui peuvent être une collectivité qui élabore un PLUI, un syndicat de transport qui élabore un PDU, fait que ce Scott-là, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, n'a plus du tout le même rôle. Donc on peut être très dans le hard au début, et puis finalement, sans bouger, en gardant les mêmes écritures, les mêmes orientations, apparaître après dans le soft. Donc il n'y a pas, à mon sens, c'est pas le débat ici, mais ni de bonne ni de mauvaise trajectoire. Et une trajectoire qui a tendance à descendre, peut-être démontre aussi que le Scott s'est installé dans le paysage et a réussi peut-être à trouver les bons relais dans d'autres documents de rang inférieur après. Tout à fait. Je crois que dans les verbatim, il y en a un qui dit la preuve de notre réussite, c'est quand les EPCI ont pris notre place sur les fonctions d'intermédiation que nous portons. Oui, il y a une intervention devant. Et est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Parce qu'il faut encore une. J'en vois une là. Et voilà, on en prend encore 3 si vous voulez bien. Monsieur Thierry Kahn. Oui, bonjour, Patrick Pesquet, Scott de Corrèze de Seine, entre Rouen et Le Havre. Alors, Scott, pour moi, c'est pas une trajectoire. Parce qu'une trajectoire, c'est une ligne. Donc, on est sur 2 axes. On est en 2D. Et je pense que le Scott, il faudrait l'imaginer en 3 dimensions. Pour faire référence à l'image qui était donnée tout à l'heure de la pièce d'usure, et si on se réfère à la mécanique, moi je verrais plutôt ça vers la mécanique des fluides, où il y a des écoulements, il y a des compressions, il y a des dilatations, il y a des déformations des écoulements, alors, à la fois urbanistiques, politiques, etc., avec des contraintes qui sont intérieures et extérieures. Et donc, le 3e axe qui serait important pour le voir vivre, c'est ce qui avait été évoqué à un moment donné, c'est l'axe politique. Et c'est pas seulement de l'aménagement de l'espace, mais c'est effectivement une idée. Et donc, forcément, c'est plus difficile de rendre compte d'une image en 3D, mais peut-être qu'avec les moyens techniques, maintenant, on peut le faire. Mais c'est un très beau défi pour vous-même en même temps. On appelle ça du design quand même, parce que vous avez l'air d'être de la partie. C'est comment vous designez ce que vous racontez. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Faut le dessiner. Designer, bon, c'est encore un terme d'anglais. Il faut le dessiner. Donc, c'est votre défi. Oui, monsieur. Oui, je pense que les témoignages qui ont été apportés étaient intéressants sur le fait de la difficulté, compatibilité, conformité, où là, on est sans arrêt dans des affrontements. La deuxième question était la cohabitation entre une métropole et un pôle métropolitain, les conditions. Et puis, je voulais poser, est-ce que c'est de l'ordre de l'implicite ? Quand on passe vers l'opérationnalité, est-ce que cela signifie une intégration complète dans le cadre du PETR? Est-ce que là-dessus, est-ce que le tigre de papier disparaît ou pas? Ce serait intéressant qu'à un moment donné, on puisse évoquer les conditions de l'articulation et pas de la confusion. Très bien. On va y penser tout au long de l'après-midi, certainement. Et Thierry Kahn pour finir, puis après on revient vers la tribune. Bonjour, Bruno Lecomte. Donc c'est Scott du Pays du Mans. Scott du Pays du Mans, alors notre trajectoire, elle est choix A, elle est comme ça. Et alors, j'ai demandé à prendre la parole pour vous parler un petit peu de mon cas personnel, parce qu'effectivement, le Scott arrive un jour et on se dit, oh là là, cette chose-là, il va falloir, c'est un passage obligé, il va falloir, et donc on va bien aller du côté juridique, parce que dans le Scott du Pays du Mans, il y a 270 000 habitants, dont pratiquement 200 000, ça va être 207 000 qui vont être dans Le Mans Métropole.
hein. Donc effectivement, et comme moi je suis dans une commune rurale, je me suis dit oh là là, il va bien falloir codifier les choses pour faire cohérence territoriale. Donc au départ, très grand scepticisme, hein. En gros, on va border les choses, et puis la trajectoire elle est bien sud-ouest nord-est actuellement, puisque effectivement la preuve, je suis là, hein. Moi qui étais le sceptique du SCOT, je suis devenu vice-président du SCOT, donc bon voilà, j'ai été converti. Parce qu'effectivement, il y a aussi une notion qui n'a pas été dite ce matin un petit peu par nos intervenants là, c'est que c'est vrai que le retour vers les élus locaux, il y a encore beaucoup d'élus locaux qui pensent que être élu local, c'est bâtisseur, hein, c'est faire des trucs, c'est construire, laisser une trace, et c'est vrai que le SCOT, c'est un document papier sur lequel on discute, on apprend à travailler ensemble, etc. Et c'est vrai que le temps est court depuis la loi SRU, quand même, dans l'histoire des élus locaux. Il est assez court quand même. Et c'est vrai que ces questions-là, elles sont encore présentes, elles sont encore prégnantes. Et j'imagine bien que revenir et dire tiens, au conseil municipal de ma petite commune de 2000 habitants, là, de Saint-Gervais, on va parler du SCOT, je peux vous dire qu'il y a des gens qui regardent ailleurs, qui prennent le dossier qu'ils avaient avant, qui se disent alors, cette année, on fait combien de lampadaires? On en fait 8 ou on en fait 10? Est-ce qu'on fait l'étude du réseau d'assainissement, etc. Et c'est vrai que ces questions, c'est un objet quand même un petit peu intellectuel, hein, le SCOT, c'est un objet, c'est un code dans lequel on va essayer de se mettre d'accord pour travailler ensemble. À l'échelle de l'histoire de l'arrivée des élus dans les petites collectivités, où je vous signale d'ailleurs que parfois c'est difficile de trouver des gens qui vont devenir des élus, c'est difficile de finir des listes, et ces objets sont des objets, ma foi, qui sont très à distance. En tout cas, je ne vois pas un élu local dans une campagne électorale parler, pour se faire élire, dans un petit village, parler du SCOT comme argument auprès des électeurs. Merci. Je vous propose, on va faire un retour on termine avec vous. Moi, je fais un petit commentaire. C'était un défi de commencer par le récit, ensuite d'aller dans la technique d'une certaine façon. Et moi, il me semble que de toutes vos réactions font le lien entre la politique et la technique. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un souci, quoi. Il y a une équation difficile à... Et donc je trouve que l'exercice est très intéressant en soi. Mais il faut le prolonger, il faut le pousser jusqu'au bout. Mais tout le monde décline finalement. J'aime bien l'idée de la 3D, par exemple. C'est ça, mais c'est très dur à mettre en place, quoi. Comment on remet l'équation politique? Et quand on dit politique, on dit beaucoup de choses à la fois. Donc quelles équations politiques? Mais comment on fait cette articulation? Et moi, je suis vraiment très sensible à l'idée que... c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup en politique publique. On peut faire la meilleure politique publique du monde, si elle n'est pas comprise, entendue, intégrée, digérée, elle finira dans un placard, ou elle finira dans la rue, elle sera mise. Et c'est pas, il n'y a aucune morale dans l'intelligence d'une politique publique n'est jamais suffisante pour que la politique publique passe. Et on pourrait le dire de tous les SCOT. Le plus beau SCOT du monde sera un tigre de papier tant qu'il n'aura pas franchi toute une série d'étapes, parfois très irrationnelles, parfois très rebutantes, parfois très désespérantes. Vous racontez les retours en arrière, ça fait complètement partie de la question de l'action publique. Vous savez que nous, en sciences politiques, on passe plus de temps à comprendre pourquoi il n'y a pas de changement que de comprendre quand il y a du changement. Parce que le mécanisme principal de l'action publique, c'est pas le changement, c'est la suite dans un sentier. Donc moi, il me semble que cette équation, elle est absolument essentielle à... Alors, on se retourne vers nos grands témoins. On va commencer avec Jacqueline Sélignan. Moi, je pense qu'on va vous demander une réaction. Vous avez 3 minutes chacun, une réaction générale, parce qu'on essaye d'avancer, on essaye de construire. Il faut que ça continue cet après-midi. Ce que vous retenez de ce que vous avez entendu et comment on avance dans cette discussion. Alors moi, j'ai entendu des mots intéressants, repreneur, bâtisseur. Alors ça, c'est du solide, c'est du sérieux, c'est ça. Alors le SCOT, là-dedans, effectivement, est perçu comme abstrait, intellectuel, etc. Et j'ai quelques interrogations sur l'avenir, pour faire comprendre que le SCOT, nous, on est un peu dans le back-office. On produit la réflexion, on imagine. Et on est un petit peu, non pas dans la poésie, on fait des ronds dans l'eau de plus en plus large, mais dans l'acte de naissance des SCOT, c'est d'avoir une vision de plus en plus large. Et je me dis que dans notre SCOT, on va passer effectivement de 6 intercommunalités à 3, peut-être un jour à 2.
eh bien, on aura toujours le rôle d'anticipation, d'imagination pour imaginer l'étape d'après. C'est vraiment le rôle de la planification, si on l'imagine, au niveau d'un territoire national. C'est pour prévoir, je ne dirais pas le coup d'après, mais notre rôle, c'est toujours d'élargir la vision constamment. Moi, ce qui m'interroge, c'est de me dire demain, si les périmètres des ECPI élargis coïncident avec le SCOT, eh bien, ça sera l'opérationnel qui va prendre le pas sur la réflexion, parce que l'opérationnel, c'est énormément d'énergie, énormément de volonté, et on sera complètement absorbé par cela, aux ordres du président de politique qui dira « Attendez, le SCOT, là, on prendra de chez vous les compétences que ce qui nous intéresse au service de l'opérationnel. Le reste, l'anticipation, la prospective, ça, non, on est dans l'immédiateté, on est dans le résultat. Et donc, ça va gommer toute l'efficacité. Et je crois que c'est vraiment dans notre acte de naissance, à chaque fois qu'on a atteint une étape, immédiatement de voir l'étape d'après. Je prends un exemple sur notre SCOT Bucopa. On s'est aperçu, on est en cours de révision, ça avance très bien. Eh bien, aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné, on en est aux franges. Développement économique, quel positionnement, et par rapport au territoire voisin qui en plus est la métropole lyonnaise. Ça, c'est l'heure de vérité à sonner. Là, il va falloir qu'on tape dans le dur du sujet. Et donc, on n'est plus dans l'intercession interne, si je peux dire, puisque ça, on considère un peu que c'est fait. On va être dans l'intercession avec les territoires voisins. Il va falloir qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je crains qu'effectivement, la coïncidence entre les périmètres EPCI élargis et SCOT n'appauvrisse la pensée et justement gomme tout ce côté anticipation, prospective dont nous avons grandement besoin. Merci beaucoup. Moi, j'entends dans votre témoignage aussi peut-être un dialogue avec le fait de savoir d'où viennent les SCOT, l'histoire, les rejetons des schémas directeurs. La première démarche des schémas directeurs, la pensée planification, la base, c'était une vision générale. C'était pas du tout de l'application. On était dans penser l'avenir. Et d'une certaine façon, vous montrez qu'il y a un grand écart où il faut à la fois être visionnaire, il faut être sur quelque chose qui dépasse très largement les documents, et en même temps, vous êtes dans un cadre très concret. Alors, je dirais un peu d'humour, puisque vous en faites. Il ne faudrait pas dire la phrase de Pierre Dac pour les Scots, je suis parti de rien et revenu de tout. Merci. Jean-François Husson. Deux éléments. D'abord, il y a une chose qui m'a marqué, si j'ai bien compris, les 5 plus grands Scots en nombre de communes et peut-être d'habitants sont présents à Nevers. Donc je voulais vous le dire, monsieur le maire, et saluer le choix de la Fédé, puisque en général, on va plutôt dans les grandes agglos. Il y avait eu un débat, ce qui démontre qu'on est capable d'avoir non pas des oppositions urbain-rurales, mais d'être à la rencontre, qu'on soit un grand territoire avec des grandes villes ou pas. C'est pas courant, donc je pense qu'il faut le souligner. Deuxième élément, c'est marrant parce que moi je viens de prendre 2-3 notes. J'avais mis Scott, bébé SDO, etc. Donc on revient sur les rejetons. Moi je dis, il y a une différence, une avancée considérable. Les SDO, vous aviez tous les plus beaux cerveaux de l'État dans les départements qui venaient expliquer la pensée de l'État pour ces braves élus locaux, forcément intelligents, puisqu'ils avaient l'obligeance de répondre à l'invitation des services de l'État. Et en fait, aujourd'hui, certes, on n'est pas à l'avancée démocratique à l'échelle de la commune, mais je pense qu'on est quand même plutôt au bon niveau, même si c'est du 3e degré. C'est-à-dire qu'on a une vraie réflexion qui est partagée par les élus qui se saisissent. Et en général, quand on y est désigné ou qu'on se porte candidat, je pense que dans 8 cas sur 10, on ne sait pas vraiment au début, puisque c'est un objet politique nouveau, ce qu'on y fait. Et c'est là où la passion, je dirais, se révèle. Et c'est pour ça que c'est plutôt bien, parce que, on le voit encore aujourd'hui par la participation, on a beaucoup de talents, de retours d'expérience. Donc je crois que c'est une avancée démocratique indéniable. Ça permet aux élus de s'approprier, et surtout, et enfin, alors là je suis peut-être moi victime du fait d'avoir un grand périmètre de SCOT,
c'est un endroit, vous venez de le dire, où on a une vision, on a une anticipation, on a, comment dirais-je, une capacité à imaginer le territoire demain au-delà de nos périmètres de réflexion habituels. Et finalement, c'est là où on retrouve le sens de l'engagement politique que j'appellerais désintéressé, des choses qui nous élèvent un petit peu par rapport au quotidien des uns et des autres, en recherchant, autant que faire se peut, à la fois le plus et le mieux pour le territoire et pour ceux qui y vivent. Merci. Jean-Alain Péréa, la vision de jeu, c'est le 9, le 10 ou le 15 ? C'est pas la mêlée ? Juste avant, j'aime bien ça, il a dit Alain Faure a dit qu'il était allé au Japon. Je ne sais pas s'il n'a pas fait un détour par la Corée du Nord. D'abord, vous aurez remarqué qu'il nous a fait faire plein de jeux, là, comme ça, comme ils savent faire les Asiatiques. Et surtout, ils nous ont fait faire un vote à bulletin secret. Mais avant de voter, il a dit attendez, d'abord on vous filme. Voilà. C'est Martin qui a dit ça. Hein. Et alors, pour finir aussi sur cette boutade, c'est le premier qui a voté contre, on lui a dit il faut que tu t'expliques. Hein. Et dès qu'il a repris la parole, il a dit bon, il va falloir faire une épuration. Alors, pour rester sur cette métaphore un peu asiatique, moi la notion de trajectoire me fait penser, j'avais assisté à une conférence il y a quelques années, me fait penser à cet art japonais qui est le tir à l'arc, Kuido, je crois qu'ils appellent ça. Et en fait, les grands maîtres de cet art-là ne visent pas la cible, pour ceux qui s'y sont déjà intéressés, ne visent pas la cible, mais travaillent sur la trajectoire. À tel point d'ailleurs que les grands maîtres arrivent à tirer, vous avez déjà dû voir ça dans des films ou je ne sais trop quoi, ils arrivent à tirer non pas dans les coins, mais les yeux fermés. Puisqu'ils arrivent à visualiser complètement la trajectoire, ils se concentrent non pas sur le point final, mais ils se concentrent sur la trajectoire de la flèche. Et donc il y a tout un art qui consiste à réfléchir et effectivement en plusieurs dimensions comment cette flèche va arriver au centre de la cible en travaillant sur la question de la trajectoire. La difficulté que nous rencontrons nous, hein, si on voulait travailler sur cette question de trajectoire, et là je rejoins tout à fait, je vais faire partir de l'épuration avec toi Jean-Pierre-Yves, hein, mais on est des vieux routiers tous les deux là, c'est que nous n'arrivons plus à travailler sur ces questions de trajectoire parce que tout bouge en même temps et tout bouge en permanence. Or nous sommes sur, je dirais, une vision Scott, je ne veux pas dire descendante parce que je sais que les choses ont évolué, mais sur une vision quand même qui est notamment dans la législation, comme si on devait élaborer une trajectoire à 10 ans, pensant que pendant ces 10 ans, il ne va rien se passer. Et donc on se pose là et on visualise cette trajectoire, sauf que en permanence les choses bougent et nous sommes confrontés en permanence dans l'élaboration, mais aussi dans la mise en œuvre, à cette mouvance. Et je rejoins tout à fait l'approche du collègue. On perd en permanence le Nord. Voilà, on perd en permanence le Nord et on est en permanence en train de se poser un certain nombre de questions. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'adhère parfaitement à cette notion de boussole. J'adhère parfaitement à cette notion de boussole parce qu'elle nous permet de nous repositionner quand on a perdu le nord, hein, c'est la vocation première d'une boussole, et donc à un moment donné de pouvoir se poser et de dire où j'en suis moi dans l'élaboration de mon SCOT, dans la mise en œuvre de mon SCOT, et donc de se positionner. Alors après on pourrait retravailler certains mots, certaines notions, mais elle est pour moi fondamentale parce qu'elle va nous permettre de nous poser. Et pour revenir aussi sur les interventions de tout à l'heure, dans une équipe de randonnée ou dans une équipe, moi je sais à l'armée, c'était pas tout le monde qui avait une boussole, quoi. Sinon c'était la catastrophe. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un petit groupe qui est 2, 3, le président, le directeur, le premier cercle là, ils sont avec la carte et avec la boussole. C'est pas l'ensemble du comité syndical qui va avoir la boussole. Après on entraîne, on explique, on motive. Mais cette boussole-là, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aussi, je pense, aujourd'hui, pour travailler sur cet outil, pour le faire évoluer, peut-être aussi le remettre en question, mais c'est véritablement parce qu'il va nous servir au petit groupe de direction, de pilotage,
de repositionner un certain nombre de choses. Et pour faire amende honorable, moi je participe pas en tant que vice-président du SCOT, mais en tant qu'élu de ma petite commune, à plein de réunions où c'est le président de la structure qui donne le sens. Et j'essaye bien sûr de comprendre, mais je suis aussi. Voilà. Donc c'est par rapport à tout ça, je pense que cette boussole est un excellent outil parce qu'il va nous permettre, lorsqu'on se le sera bien approprié, de redonner du sens dans des moments où souvent et très souvent nous perdons le nord. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Christian Calvez, sextant, pilote automatique. C'est vrai que on a des atouts. Il y a un terme qui n'a pas été utilisé ou que je n'ai pas entendu ce matin, c'est le terme diagnostic. Il me semble qu'un SCOT ne peut fonctionner que si sur un bassin de vie ou un bassin d'emploi, il y a au moins un relatif accord sur le diagnostic. La photo qu'on nous montre, est-ce qu'elle correspond à ce que les uns et les autres majoritairement voient? À partir de là, c'est relativement plus simple, même si ça ne l'est pas toujours très simple, de se dire comment on imagine notre bassin de vie, notre bassin d'emploi dans 20 ans. Et c'est le rôle du SCOT que de contribuer à cela. Alors je trouve c'est pas tout à fait vrai de dire est-ce que c'est un document de projet ou est-ce que c'est un document réglementaire. Il me semble que ça doit être un document de projet. Un thème qui revient régulièrement, c'est de dire est-ce que l'étalement urbain tel qu'on le connaît depuis 30 ans, est-ce que c'est encore soutenable? Si jamais vous aviez fait un référendum, qui est pour la poursuite de l'étalement urbain, qui est contre, j'imagine d'ores et déjà le résultat. Mais une fois qu'on a dit, ouais, l'étalement urbain c'est vraiment moche, le mitage c'est vraiment moche, eh bien il faut qu'il y ait un aspect réglementaire. Il faut qu'il y ait cet aspect réglementaire en disant qu'est-ce qu'on impose comme densification, qu'est-ce qu'on impose comme renouvellement urbain, qu'est-ce qu'on met comme nombre d'habitations minimum par hectare en fonction. Et c'est un peu le double enjeu du SCOT. Le premier, c'est que s'il est trop prescriptif, eh ben, il aboutit à étouffer complètement les initiatives locales, que ce soit dans les PLU ou dans les PLUI. Et à partir de ce moment-là, c'est considéré effectivement comme un empêcheur de gérer de manière démocratique les préoccupations locales. Et si on reste à l'état de projet, là on est sûr d'avoir l'unanimité parce que non à l'étalement urbain, oui à la paix en Syrie, 100% de vote favorable. Hein. Le problème, c'est les moyens qu'on a. Et l'autre problème, c'est comment non seulement les élus, j'imagine nos collègues qui ont 200, 300 communes et où chaque conseiller municipal a une vision du devenir du territoire de sa commune, mais nous, avec 88 communes, on a cela, avec 6 EPCI, on l'a aussi, mais il y a aussi derrière des chambres consulaires, des forces vives, des associations, des particuliers avec lesquels il faut essayer, non pas de les persuader, parce que c'est pas toujours possible. Moi, je me méfie souvent du consensus, parce que le consensus est toujours mou, et j'ai envie de dire, s'il y a l'unanimité sur un SCOT, sans doute qu'il est très faible. Donc, mais par contre, je pense qu'on peut aboutir à une majorité d'idées, avec un certain nombre d'orientations, un certain nombre de déclinaisons de ces orientations, et puis voilà, il y aura toujours une minorité, soit par calcul, soit parce que ça ne correspond pas à leur manière de voir les choses, qui vont s'y opposer ou bien s'abstenir, parce que dans les SCOT, on est entre élus, 3e degré, ça ne se fait pas de voter contre, sinon on dit qu'il y a des arrière-pensées. Donc quand on s'abstient, c'est qu'on est fortement contre. Voilà les enjeux qu'on se donne, et puis, ma foi, essayer aussi de mettre à part les préoccupations politiques de bas étage. Merci, messieurs. Je propose qu'on nous s'applaudisse collectivement. Messieurs, dames, bien sûr. Pardon. Messieurs, dames.